Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Campus Mag Languedoc-Roussillon. C'est une heure d'émission en public, en direct ici dans un des établissements d'enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon pour faire le point sur les actualités de la science, de la culture et de la vie étudiante en région. On va vous faire suivre et rentrer dans le cœur de la vie des campus en donnant la parole à celles et ceux qui le font vivre, au travers d'interviews, de reportages. Campus Mag LR, vous le savez, c'est la mutualisation de ressources et de savoir-faire de 17 établissements en région. Et on a le plaisir d'accueillir 3 nouveaux partenaires dans cette aventure. C'est le CHRU de Montpellier, l'Académie de Montpellier et l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. On les salue bien. Nouvellement arrivée également dans l'aventure, Sarah qui co-présente cette émission avec moi aujourd'hui. Bienvenue Sarah. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première de Campus Mag de la rentrée 2014. Merci Sarah, étudiante à l'Université Montpellier 1. Et on est aujourd'hui en direct de l'Institut de Botanique. Et c'est une émission placée vraiment sous le signe des étudiants, 100% étudiants, quasiment, en tout cas pas pour moi, j'ai passé l'âge. J'ai oublié tout ça depuis un bon moment et justement, on va voir à quoi ressemble aujourd'hui la vie étudiante avec un petit micro-trottoir. À quoi ressemble votre vie d'étudiant? Je me lève le matin, je vais travailler à la BU. Déjà trouver les bâtiments et les salles. Ah oui, la vie étudiante, c'est ça. Ouais, c'est de la recherche constante finalement. Enfin, moi je suis en cinéma, en études de cinéma et donc tu vois. Ma vie étudiante, moi c'est me réveiller tous les matins assez tôt. Ouais, ça commence par un bon café. Je prépare un concours donc forcément ça demande énormément de boulot. Pour l'instant c'est le début donc je travaille pas trop. Et le soir je vais à la patinoire ou alors je sors. Je vais aller en cours, aller à la cafette, me sortir de temps en temps le soir en semaine. On a tous les mêmes journées en fait. Oui. Franchement j'étais prêt mais là... Et on est flou là. On est flou là. Je travaille beaucoup, c'est un peu chiant. Du coup on profite moins de la ville, on profite moins des bons côtés de la vie étudiante, les sorties. Y'a quelqu'un ou pas? Il y a des hauts et des bas on va dire. Ce qui est dur un peu c'est l'autonomie parce que c'est plein de responsabilités d'un coup. Tout faire tout seul, on n'est plus materné et on n'a plus comme au lycée les devoirs ou... Enfin, on n'est pas trop surveillé par les profs, comme on est complètement lâché. Et puis apprendre même au niveau des études, apprendre de nouvelles façons de travailler aussi. Le manque d'argent. J'essaie de gagner quelques sous par-ci par-là en donnant des cours, mais c'est pas toujours facile. La vie est chère voilà, pour un étudiant. Ouais, et qu'on s'en rend compte juste en commençant nos études en fait, parce qu'on n'en a pas conscience avant, on est chez nos parents. C'est ça. Se battre dans les transports pour rentrer. Pour ma part, je prends une trottinette du coup parce que je veux pas payer le tram. C'est assez difficile un peu d'avoir ce quotidien assez rythmé. Et au niveau du logement, c'est petit. J'ai des amis qui habitent à la Cité U, d'autres qui habitent en appart. Il y en a qui justement ont la chance d'avoir des parents derrière et Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. après il y a des gens qui doivent vraiment galérer et à qui je pense que c'est pas vraiment facile. Et ici à Montpellier c'est aussi des rencontres permanentes puisqu'on est dans une ville où il y a énormément d'étudiants qui arrivent tous les ans. Qui viennent d'autres milieux, des fois d'autres pays. C'est un potentiel de rencontres et de création juste incroyable à chaque fois, quoi. Alors tout de suite, nous allons commencer par notre première rubrique qui est consacrée à l'engagement. Focus sur la vie étudiante, donc des élèves élus, étudiants et VPE viendront donc sur ce plateau pour nous parler des élections étudiantes, de leur fonctionnement. Nous verrons également une interview ainsi que nos reporters sont allés sur les parvis des universités chercher pour vous des micro-trottoirs. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors bienvenue à tous nos invités. Nos élèves et élus étudiants. Timothée Daniel qui est ici, donc délégué Au BVE à l'UM1. Voilà. Ensuite Fabien Carminati. Oui, bonjour. Bonjour. Camille Houlinger qui est VPE à l'UM2. Et Thomas Lester qui est VPE à l'UPVD. Alors tout de suite, nous allons regarder un micro-trottoir. Alors, élection étudiante, pour moi, c'est... Les élections étudiantes. Les élections étudiantes. Les élections de quoi déjà?
Sérieusement, je me suis pas du tout informé. Ça nous intéresse pas plus que ça en fait. C'est vrai qu'on se sent pas très concerné par ces élections. Ah, moi, franchement, ça m'est aucune idée. Je veux m'intéresser plutôt à la vie professionnelle. On n'est pas trop renseigné sur les élections étudiantes, on reçoit un mail, mais après... Élection, ça évoque directement la démocratie, donc automatiquement il y aura un vote. Pour trouver des représentants qui représentent justement les étudiants au sein de l'université. Un VPE, ça sert à quoi à votre avis? Bonne question. Un VPE, c'est lui en fait qui est comme on peut le dire, le président de la République. Qui est lui qui s'occupe de la population. Du coup c'est bien, enfin, on sait qu'on peut aller voir quelqu'un, lui dire oui, bon, à la fac, il y a peut-être ça qui cloche un peu, ça peut être intéressant. Et vous allez voter ou pas? Bah, une fois que j'aurai pris connaissance des faits, sûrement. Oui. Est-ce que vous irez voter? Oui, franchement oui. Oui, ouais, faudrait, hein, mais après je sais pas où c'est. Faut aller voter, mais si on est renseigné quoi. Non, j'irai pas voter. Je voterai, mais pour l'instant je sais pas comment ça se passe. C'est important de voter, mais particulièrement moi, je n'ai pas vraiment, c'est pas un centre d'intérêt pour moi. On nous donne la possibilité de voter, donc autant en profiter quoi. Si on veut être entendu, il faut peut-être aller voter aussi. C'est important. Alors effectivement, j'espère que d'avoir commencé par ce sujet, Damien ne va pas faire fuir tous les étudiants. Restez avec nous, nous allons voir tout de suite comment ça se passe les élections. Alors en ce moment, il y a deux types d'élections. Il y a les élections du 18 novembre et du 25 novembre. Deux élections. Celle du 18, ce sont les élections étudiantes à la NUM, Nouvelle Université de Montpellier, où voteront l'UM1 et l'UM2. Ensuite, il y a les élections du 25 novembre, les élections qui vont donc permettre d'élire des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous. Pour celle du 18, là je fais très simple. Pour celle du 18, donc, c'est sur les formations et ça concerne les conditions d'études des étudiants. Et celle du 25, c'est plutôt au niveau donc, du Crous, des aides sociales, du repas, des bourses, etc. Ça concerne plutôt les conditions de vie des étudiants. Conditions d'études, conditions de vie. Pour en parler tout de suite, nos invités, alors on va commencer par Camille Houdinger, qui est VPE à l'UM2. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tout ça s'articule et qu'est-ce qu'un VPE? Alors, un VPE, déjà, c'est un vice-président étudiant. Donc, déjà, c'est un étudiant en fait qui est à la base représentant au CFVU, à la CFVU, à la commission formation et vie universitaire, et qui a la possibilité de se présenter pour représenter les étudiants auprès de la présidence. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut déjà comprendre ce que c'est un élu étudiant, ce que c'est la commission formation et vie universitaire, et ça malheureusement c'est souvent ce qui est compliqué à expliquer chez les étudiants parce qu'il n'y a que les étudiants engagés en fait qui font le travail d'explication et rarement les universités qui communiquent pas du tout, même pas au niveau des pré-rentrées, où on sait même où est l'adresse de la médecine préventive et du service handicap à 1000 étudiants, mais même pas qu'ils ont la possibilité de voter et qu'il y a des conseils et des étudiants qui les représentent. Donc du coup, le 18 novembre, c'est toute la journée de 9h à 17h. C'est sur tous les sites universitaires de l'UM1 et de l'UM2. Et du coup, là, c'est pour, comme on le disait, voter pour les conseils centraux, c'est-à-dire les conseils qui régissent la vie universitaire. Dans le micro-trottoir, le premier, on entendait des gens qui disaient trouver les bâtiments, suivre les cours, travailler beaucoup. Ça va être plutôt ce côté-là de ce qu'ils appellent leur vie étudiante. Et ensuite, il va y avoir le 25 novembre. Donc ça, c'est des élections qui sont académiques, c'est-à-dire qu'on a le VPE de Perpignan justement parce que Perpignan et Nîmes votent avec nous et les lycées de toute l'académie de Montpellier. Et du coup, ces élections-là, elles sont aussi nationales, c'est-à-dire que sur 2 semaines, il y a tous les conseils d'administration du Crous qui sont renouvelés, du 17 au 27 novembre. Là, nous, c'est le 25 novembre qu'on vote. Et là, c'est la partie galérer, travailler à côté, avoir un logement tout petit, pas pouvoir payer ses transports. Et là, il y aura par contre des bureaux de vote, pas seulement sur les campus, mais aussi dans les cités universitaires, les cafétérias et tout ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Thomas Lester, sur justement les VPE? Vous êtes VPE également? Alors oui, effectivement, moi je suis vice-président étudiant sur l'université de Perpignan. Après, c'est un peu le même fonctionnement de l'université à l'être, un vice-président étudiant, comme l'a expliqué Camille, excusez-moi. C'est pas grave. Camille. Après, à Perpignan, c'est un peu plus particulier, effectivement, vu qu'on est une petite université de proximité, contrairement aux universités de Montpellier. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de venir participer sur des plateaux comme ça, sur les questions notamment du Crous qui sont un petit peu académiques. Sur la question...
l'université. Oui, alors vous êtes tous dans des groupes différents, associations différentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que les élèves sont au courant? Comment vous faites pour faire votre campagne, même si on n'est pas censé faire de la campagne, mais qu'est-ce que vous faites Alors effectivement, vous, en tant que vice-président étudiant, on n'est pas censé mener campagne parce qu'on est là pour tous les étudiants. Après, chacun dans nos associations ou syndicats respectifs, effectivement, on va mener campagne sur des projets qui peuvent se rapprocher les uns les autres. Après, effectivement, Camille l'expliquait un petit peu tout à l'heure, il y a la question des aides sociales, la question de la restauration et du logement étudiant qui sont vraiment les trois volets qu'on va voir notamment sur ces élections au Crous. La question qui est importante surtout, nous par exemple à Perpignan, la question du logement étudiant, parce qu'on voit qu'on est quand même assez loin de Montpellier. C'est aussi le cas pour Nîmes où déjà il n'y a pas forcément le même lien avec le Crous. On a plutôt des antennes directement, donc c'est plus compliqué à gérer les problèmes. Et effectivement, il y a aussi des manques de logement, que ce soit à Perpignan, Montpellier ou Nîmes. Et donc ces élections Crous, ça peut aussi permettre aux étudiants de donner leur avis dessus, de dire est-ce qu'ils veulent des rénovations ou des constructions de logements comme c'est le cas depuis quelques années. Sur la restauration universitaire, est-ce qu'il y a des sites où il faudrait remettre de la restauration universitaire? Je regarde à Perpignan par exemple, à la cité universitaire, on a un ancien resto qui a été fermé parce que le Crous ne voulait pas mettre l'argent pour le rénover justement. Et donc ça peut être des choses qui peuvent être rediscutées aussi. Et après il y a effectivement la question des aides sociales en tant que telles, où tous les 2 ans ça permet aussi de retaper du poing sur la table pour les élus étudiants dans les différents Crous et remettre ce sujet aussi sur la table justement. Très bien. Parfait, alors on a justement une vidéo de présentation du rôle des VPE qui vont nous parler de leur engagement. Moi j'ai choisi d'être VPE, c'est pas un choix que j'ai fait comme ça a été tout un processus. Moi je suis arrivé à l'université quand l'université publique et gratuite était attaquée, notamment par la LRU. Moi déjà je suis engagée dans une association étudiante qui se présente aux élections, donc du coup c'est là où j'ai commencé à découvrir les différents conseils centraux de l'université. Au fur et à mesure de mon parcours, on m'a parlé du BVE, des élections, des postes à responsabilité. Ce qui me motive, c'est le fait de pouvoir faire en sorte de défendre les étudiants, de permettre à tous les étudiants de pouvoir s'inscrire à l'université et passer leurs études dans de bonnes conditions. Alors mes motivations, c'était aider les étudiants, c'était pouvoir porter des projets étudiants dans l'université. C'est-à-dire faire en sorte que maintenant les usagers de l'université, c'est-à-dire les étudiants, ça soit vraiment la priorité de la présidence de l'université. On a relancé les lundis culturels, donc chaque lundi à la maison des étudiants, il y a une manifestation culturelle pour les étudiants, par les étudiants. On s'est battu pour que les étudiants à Paul Valéry aient connaissance de leurs notes avant la deuxième session d'examen. On a continué l'agenda étudiant. On a continué la journée de lancement des nouveaux étudiants. Au niveau des associations étudiantes, on a fait un gros travail de démocratie étudiante pour que chaque asso elle puisse se sentir représentée dans l'université. On a relancé un concours photo dont le thème cette année est le jardin des plantes. On a eu pas mal d'étudiants qui n'avaient pas forcément de groupe de TD, mais on a réussi à les insérer dans des groupes de TD. C'est plein de petits éléments comme ça qui améliorent la vie des étudiants et qui leur permettent de réussir leurs études. C'est dommage que les étudiants ne s'intéressent pas beaucoup aux élections parce que c'est vraiment important. Dans le monde qui les entoure, ils ont l'impression de l'engagement, que ce soit par le vote ou par l'engagement collectif, ça ne change plus rien. Moi j'ai envie de leur dire, c'est pas vrai, on a la preuve, on a des bilans. C'est comme un vote dans la vie pour les municipales, pour les présidentielles, c'est les représentants étudiants à l'université. C'est les élections au Crous, sur les questions alimentaires, sur les questions de logement, sur les questions de bourse. Il suffit juste qu'on augmente la participation aux élections et on peut faire de grandes choses. Il y a peu d'étudiants pour représenter les étudiants, donc c'est d'autant plus important de se battre pour avoir des élus combatifs dans ces conseils-là, pour porter la voix de tous les étudiants. Voilà, alors peut-être Timothée pour réagir à l'Université Montpellier 1, est-ce qu'il y a aussi un déficit de connaissance de la vie étudiante, du rôle de VPE, des élections et du coup qu'est-ce que tu fais pour... Comme on l'a vu dans le micro-trottoir, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant des élections, du rôle des élus et c'est vraiment quelque chose de dommage parce que c'est vraiment important pour les étudiants d'être représentés dans les conseils, auprès de l'administration. Et c'est vraiment un travail de fond qui est fait par les élus étudiants actuels. Donc avec le VPE mais aussi avec son BVE, donc c'est le bureau de la vie étudiante qui l'épaule, pour pouvoir informer les étudiants qu'il y a des élections, qu'il y a des représentants et qu'il faut voter, que c'est vraiment important pour eux. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des liens entre vous, entre différentes universités, puisque toi Fabien, tu es à l'UM3, tu es chez les artistes, alors forcément les élections, ils sont sérieux avec ça. Donc est-ce qu'il y a des liens du coup interuniversitaires pour essayer de mobiliser tout le monde ou... Interuniversitaire et même sur le campus. Interuniversitaire, on se connaît pour la plupart, on milite
dans des organisations qui se côtoient et on peut échanger sur des différents thèmes. Après, sur nos campus respectifs, on se mobilise tous à chaque élection pour informer les étudiants par différents moyens, que ça peut être par mail, en faisant des campagnes de tracts, en allant dans les amphis pour présenter les campagnes et pour en parler. On constate quand même malgré tout que la plupart des étudiants, le jour du vote, ils apprennent qu'il y a le vote. Mais je trouve ça dommage parce que, ça a été rappelé, ces élus étudiants ont quand même un rôle dans l'université pour à la fois défendre les droits étudiants et pour défendre les étudiants quand ils ont des problèmes. Et très souvent, les étudiants viennent nous voir, dans le meilleur des cas, c'est pas toujours le cas, que quand il y a un problème qu'on aurait pu régler en amont à travers les conseils, en allant voir les bonnes personnes et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous, on fait notre travail pour informer les étudiants des élections et de ce qu'on peut apporter aux étudiants dans ces élections-là. Après, moi, ce que j'invite, c'est tout le monde à venir se renseigner, s'informer et participer activement à la vie du campus. En 2 secondes, le mot de la fin, Camille qui trépignait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants pour leur donner envie d'aller voter? Tout simplement qu'ils votent pour leurs conditions d'études, leurs conditions de vie, que ça les concerne directement, que certes ils sont peut-être pas assez informés, que peut-être l'université elle remplit pas assez son rôle d'information sur ce sujet-là, mais par contre que c'est pour ça qu'ils savent eux aussi de faire la démarche. C'est des étudiants, ils savent que souvent il faut aller chercher les informations eux-mêmes, surtout pour un sujet aussi important. C'est rare qu'on donne la parole aux étudiants. Le vote, c'est un des moyens de s'imposer, que ce soit dans la fusion pour les élections universitaires ou que ce soit au niveau du Crous pour les élections au Crous du 25 novembre. Très bien Camille, alors merci à tous et tous allez voter. Nous revoilà en plateau pour cette rubrique formation insertion et on accueille alors peut-être priorité à Alexia Pera-Ferrer qui nous rejoint en visioconférence depuis l'université de Nîmes. Également avec nous sur le plateau Tom Benatar, étudiant à l'université Montpellier 1. Également Adrien Arcury, qui est responsable communication à Emagine, à l'école des mines d'Arles, à l'école des mines d'Alès, pardon. Et puis Hélène Bolliot, étudiante présidente de la GEMA, une junior entreprise, un Supagro. Et là, dans cette rubrique, on va parler vraiment entrepreneuriat des étudiants. On a des jeunes qui créent des entreprises ou des jeunes qui les aident. Et on va justement comprendre un nouveau statut étudiant qui s'est créé, c'est le statut étudiant-entrepreneur. Vous êtes étudiant ou jeune diplômé? Vous avez un projet de création d'entreprise? Mais vous rencontrez plusieurs problèmes? Aucun statut juridique, isolement, un manque d'accompagnement ou encore un manque de financement? Rassurez-vous, il existe une solution. Cette solution, c'est le nouveau statut étudiant-entrepreneur. Ce statut a été mis en place pour encourager l'entrepreneuriat, renforcer votre légitimité, faciliter le passage à l'acte et maximiser vos chances de succès. Grâce à ce statut, vous pouvez bénéficier d'un espace de coworking, de mise en réseau avec des partenaires, d'un accompagnement personnalisé et de la validation des compétences par un diplôme. Imaginez-vous. Le statut étudiant-entrepreneur s'adapte à votre profil. Si vous êtes étudiant, vous pouvez valider votre projet par des ECTS, être accompagné notamment pour la recherche de financement, bénéficier d'aménagement de votre emploi du temps ou encore dédier votre stage au développement de votre projet. Si vous êtes jeune diplômé, retrouvez une couverture sociale étudiante et bénéficiez d'un accompagnement et de formations reconnues. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet. À très bientôt pour qu'ensemble, votre projet soit une réussite. Bien, alors Tom Benatar, donc je rappelle, tu es étudiant à l'université Montpellier 1.
Tu as été étudiant entrepreneur, mais tu ne bénéficiais pas de ce statut qui n'existait pas encore à l'époque. Mais tu as été notamment poussé, aidé, accompagné par Pépite Languedoc-Roussillon. C'est le pôle entrepreneuriat étudiant. Voilà. Et alors, de quoi s'agit-il exactement, Pépite Languedoc-Roussillon? Dans quelle mesure ils ont accompagné ton projet? Quel était-il? Alors, pour commencer par le début, donc l'année dernière, j'étais en Master 2, Marketing Vente à l'ISEM de Montpellier, et donc avec mon associé Fabien Jansan, on avait un projet de création d'entreprise. On a donc contacté Pépite LR sur ce projet qui nous a fourni le début de l'accompagnement, c'est-à-dire nous aiguiller, nous dire bon, ok, il va falloir recontacter un incubateur, rentrer en contact avec telle personne, et comment ça va pouvoir se passer, c'est-à-dire nous accompagner au fur et à mesure. Pépite nous a aussi aidé à réaliser notre stage, enfin le mien, dans notre entreprise qui normalement n'était pas complètement autorisé. Parce que l'entreprise n'était pas encore créée, donc c'était vraiment un soutien qui a été réalisé par Pépite et notamment Sylvie Samut, que je tiens à remercier parce que j'en profite. Elle nous a vraiment accompagnés depuis le début et ça a été une grande aide pour nous. D'accord, et alors du coup, c'était quel projet d'entreprise? Alors notre projet, c'est de créer une place de marché, donc une marketplace pour l'achat et la vente de licences logicielles d'occasion. D'accord. Et alors, ça fonctionne? Alors c'est en cours de préparation, normalement on compte sur une sortie en janvier 2015. Si tout va bien. Et alors, la chance qu'on a eue aussi, c'est que l'année dernière, enfin cette année, a été organisé un concours par Pépite LR avec une dotation allant de 5 000 à 10 000 euros. Et donc, on a été lauréat de ce concours. C'est quand même, il faut le dire, quand on crée une société, avoir une dotation de 5 000 euros pour nous aider, c'est une grosse avancée. D'accord. Et donc là, tu termines quoi? Un deuxième master ou... Je dois valider la fin de mon master parce que ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que quand on est étudiant entrepreneur, on travaille 40 à 45 heures sur son projet par semaine. On a forcément un petit peu moins de temps pour consacrer aux études, donc ça m'a retardé un petit peu dans mes études et je dois valider mon master 2 cette année. D'accord. Bon, je pense que tu as une dérogation. Petite. Et donc tu comptes t'installer et sitôt ton master terminé? Voilà, la société est créée, on est lancé, on travaille à plein temps dessus avec Fabien, on prend des stagiaires, on essaie de recruter voilà, et de pouvoir lancer notre projet le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Parfait. Donc là on baigne au milieu de jeunes entrepreneurs. On est en visioconférence avec Nîmes. Est-ce que vous nous recevez, Nîmes, ici Montpellier? Oui. Oui, parfait. Bonjour. Bonjour à toi. Alors, tu es Alexia Perra-Ferrer et tu es étudiante en licence pro, création et conception de produits textiles et dérivés à l'Université de Nîmes. Et vous vous êtes allié avec l'IFAC de Nîmes pour lancer et créer ce Nîmes Startup Challenge. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Comment tu as vécu cette expérience? Alors, en fait, on avait 48 heures. On devait simuler la création d'une entreprise. Donc, il y avait 4 catégories de personnes. Il y avait les créatifs, les marketeurs, les commerciaux et les gestionnaires. Donc, on devait s'allier à 5 personnes de l'IFAG et de l'UNIM pour créer une entreprise, en fait, choisir un projet et le développer au maximum, pour le présenter devant un jury. D'accord. Et il y avait vous étiez combien de participants environ? On était 70 étudiants. D'accord. Et en l'occurrence, tu es bien arrivé? Deuxième. Pas mal. Bravo. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et dans quelle mesure ça va t'aider, ça va être utile pour de futurs projets que tu aurais Bon, déjà, ça nous a permis de travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le même monde que nous, parce que nous, on est quand même dans le monde de la mode, donc c'est très fermé. De me rendre compte qu'il fallait se servir des connaissances de chacun, en fait. Prendre des connaissances et donner des connaissances pour pouvoir aboutir à un projet D'accord. Un travail très collaboratif. Et ton projet en particulier a consisté en quoi? Alors en fait, c'était une plateforme qui allie Airbnb, Facebook et Blablacar. En gros, c'était des voyages, et tout ça, transport et voyages. Et en lien avec la mode? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Et donc l'idée, c'était quoi? De faire des voyages tout compris sur Internet Ouais, mais plus comme Blablacar en fait. C'est-à-dire que des personnes proposent des trajets à des prix, ainsi que leur logement, et de tous partir pour pouvoir voyager moins cher en fait. D'accord.
Et donc d'arriver deuxième, ça veut dire quoi? Que tu as eu de l'argent pour commencer ce projet ou non? Non. D'accord. Non, c'est juste en fait la première place a l'opportunité de représenter son entreprise au Salon de l'Agriculture à Paris. D'accord. Bon. Voilà. Merci bien. On a aussi donc avec nous Hélène et Adrien. Donc Hélène qui est présidente de la GEMA, c'est une junior entreprise de Montpellier Supagro, et Adrien, responsable communication à Imagine, qui est aussi une junior entreprise, mais cette fois-ci à l'école des mines d'Alès. Et je crois savoir que vous avez un partenariat qui est prévu entre vous, mais peut-être déjà, Hélène, si tu peux nous préciser un petit peu ce qu'est la GEMA, qu'est-ce que vous poussez, qu'est-ce que vous promouvez, voilà, sur quoi vous travaillez exactement? Donc la GEMA, c'est la junior études de Montpellier Agro. Donc on travaille en fait sur tous les domaines de compétences qui sont enseignés à Supagro. Donc on est une junior entreprise, donc on crée des études qui sont réalisées par des étudiants de l'école sur tous les domaines de compétences qu'on a, qui vont de l'agronomie, la viticulture, on fait des études de marché, on fait des études statistiques, des enquêtes de satisfaction client. D'accord. C'est-à-dire vous répondez à des appels d'offres et puis derrière vous mettez les étudiants sur des études que vous avez remportées? Voilà, c'est ça. On répond à des appels d'offres, on va également faire de la prospection pour aller rencontrer. Nous, on est sur le campus de l'INRA, donc on va rencontrer les unités mixtes de recherche et voir si on peut travailler avec eux, avec les startups aussi qui sont à l'incubateur d'entreprise du campus. Et voilà, on essaie de faire participer les étudiants. D'accord. Donc c'est déjà des expériences quasi professionnelles pour eux de travailler pour vous? Voilà, c'est ça. Ils ont un premier pied en fait dans le monde du travail pour ceux qui n'ont pas fait de stage professionnalisant, par exemple. On a également l'Institut des régions chaudes avec lesquels on travaille beaucoup et qui permettent justement à des étudiants qui ont réalisé des études de parfois trouver des stages avec les entreprises avec lesquelles elles ont travaillé sur certains projets. Ah, très bien. Et alors à Alès, ça se passe pareil? Alors comme l'a très bien dit Hélène, nous sommes donc à la fois une association et une entreprise car on bénéficie d'un statut particulier. Donc on va vraiment aller donc faire de la prospection pour ensuite proposer nos services soit à des entreprises, des PME, des grands groupes ou des collectivités. Et à la fois donc on est aussi vraiment une association de bénévoles car donc tous les membres de l'équipe hors intervenants donc sont bénévoles et vont vraiment se former au management, à la gestion d'entreprise. D'accord. Et aussi, ça nous permet d'enrichir à la fois notre réseau et d'être vraiment en contact avec les clients ou les entreprises. D'accord. Et donc, en l'occurrence, vous avez signé un partenariat entre vous, pour ces deux juniors entreprises. De quoi s'agit-il exactement? C'est unir vos forces pour des études communes ou... Voilà, alors c'est ça. Donc début octobre, on a signé le partenariat entre GEMA et Imagine. Donc il faut savoir que ce partenariat va nous permettre de développer nos deux juniors entreprises, à la fois sur le plan des formations, sur le plan aussi de l'accroissement de notre réseau. De nos clients, oui. On se partage en fait les clients lorsqu'on fait de la prospection et qu'on tombe sur des clients qui ne sont pas forcément dans nos domaines ou qu'on a des appels d'offres, justement, étant donné qu'on est complémentaires, on les renvoie vers Imagine à Alès. C'est pour ça qu'on a donc organisé un mini-congrès à l'occasion de notre partenariat pour former justement la nouvelle équipe qui prendra ses fonctions donc, dans notre cas en février. D'accord. Et pour former donc, les premières années à l'école des mines d'Alès et aussi les premières années à Montpellier Supagro, justement à l'initiation au monde de l'entreprise, dans plein de domaines, comptabilité, communication, qualité, marketing. D'accord. Donc j'imagine des sites internet de GEMA, Imagine? Bien sûr, oui, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et on a également un site web qui est plutôt destiné aux professionnels pour justement faire des appels de devis, voir ce qu'on fait exactement, nos domaines de compétences. Parfait, parfait. Bah, bon mariage à vous. Merci. Bonne continuation. Pour Pépite Languedoc-Roussillon, il y a aussi un site internet sur lequel on retrouve toutes les informations. Tout à fait. Pareil, bon vent dans cette création d'entreprise. Si je peux juste rajouter un petit mot. Du 1er au 3 décembre, il est organisé CréaWiz,
Donc c'est un événement qui aide des étudiants qui ont une idée de création d'entreprise mais qui ne savent pas trop où ils en sont. Donc pendant 3 jours, ils sont coachés par des professionnels. Et donc les inscriptions se terminent demain. Donc CréaWiz, il faut y aller vite. D'accord. Merci. Et puis on remercie bien sûr Alexia Anime. En matière de formation, d'insertion, quelques actualités à vous livrer. Il y aura à Supagro, Montpellier Supagro, le Forum Emploi, ce sera le 27 novembre. Et le même jour, il y aura la remise des diplômes, le gala, manifestation organisée par les étudiants, donc une grande fête, j'imagine, hein, tu en seras probablement. Et puis le 2 avril 2015, alors cette fois-ci c'est à l'université Paul Valéry, il y aura la journée Entreprendre autrement, changer le monde. Là aussi, plus d'infos sur le site internet de l'université. À vous tous, jeunes conquérants entrepreneurs, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation dans vos projets. Allez, ça, on parle maintenant recherche. On parle recherche. Tout de suite, nous allons voir des élèves vont venir nous parler de la fabrication d'un nanosatellite. C'est ce que nous allons voir. Axel Rodriguez, qui est doctorant en 2e année, ancien master EA, option sûreté de fonctionnement en ingénierie spatiale, qui travaille sur le projet du nanosatellite franco-russe. Et nous accueillons également Michel Prunet, qui est étudiant en DUT GE2I. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet franco-russe d'abord? Qu'est-ce que c'est? En fait, le projet FRIENDS, c'est un projet qui a été lancé dans le cadre de l'année croisée franco-russe, en fait, à l'initiative des ministères de la Recherche des deux pays. Donc, l'Université Montpellier 2, en fait, au vu de son expérience dans le spatial, a été retenue, en fait, pour collaborer avec l'équipe russe. Et du coup, en fait, on a travaillé à la conception d'un équipement pour un satellite étudiant russe, Bomanets 2. Alors, il faut savoir en l'occurrence que la Fondation Van Allen propose de participer donc, à l'aventure Montpellier-Rennes de l'espace en lançant un appel aux dons en crowdfunding. C'est bien comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, la Fondation a lancé une opération de crowdfunding. En fait, c'est le financement participatif. Donc, pour financer justement les panneaux solaires du prochain projet de nanosatellite étudiant à Montpellier. Très bien, alors cette aventure a commencé le 13 février 2012. Robusta s'envole de Kourou à bord de la fusée Vega. Un lancement suivi de très près par 300 étudiants de l'Université Montpellier 2, issus donc de l'IUT de Nîmes, Montpellier, la Faculté des Sciences de Montpellier et Polytech. Alors au départ, il y a eu une idée un peu folle d'un professeur de l'Université de Montpellier. Je crois que c'est le professeur Seigné, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a eu un appel à projet de l'Agence spatiale française. Donc lui était convaincu que ses étudiants pourraient et seraient capables de concevoir un satellite de A à Z. En février 2012, le nanosatellite Robusta est lancé, le défi y a été gagné. Donc il décolle de Kourou à bord de la fusée Vega. C'est la première étape de l'aventure nanosatellite universitaire. Et puis en 2015, leur deuxième nanosatellite Robusta 1B volera sur une orbite à environ 350 km, je crois. Hein. C'est ce qui est prévu. 650, mais c'est 350. C'est ce qui est prévu à l'origine. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce petit satellite? Il est tout petit. Oui. Donc en fait, voilà, c'est un satellite de 10 cm de côté, en fait, donc un nanosatellite, c'est-à-dire un petit satellite. Donc son expérience en fait c'est sur l'effet des radiations sur l'électronique en fait, un domaine justement qui intéresse beaucoup les acteurs du spatial, donc l'agence spatiale européenne aussi, française. Alors il est tout petit, il mesure 10 cm. 10 cm de côté, voilà, pour un kilo. Donc l'avantage c'est qu'il est petit, rapide à construire. Ça permet en fait de pouvoir tester et déployer en fait des technologies innovantes à moindre coût, parce que sur les gros satellites qui coûtent plusieurs millions, en fait, les entreprises ne peuvent pas trop prendre le risque en fait d'intégrer des technologies qu'ils ne connaissent pas et donc qui ne peuvent pas prouver qu'elles seront assez sûres pour le satellite. Et toi, Michel, tu arrives un petit peu dans ce bain de satellite. Je suis arrivé lundi au CSU, donc le Centre spatial universitaire de Montpellier-Nîmes. Tout nouveau dans ce projet alors? Tout nouveau, ouais, voilà, c'est ça, je viens à peine d'arriver. Regard tout neuf. C'est ça, et du coup, ouais, voilà, donc je dois faire un stage en fait pour finir ma formation de GE2I.
Et je suis allé au CSU, et une ambiance super conviviale, vraiment sympathique. Beaucoup de recherches, un atelier où ils font de la radiofréquence. Il faut savoir aussi que les nanosatellites ont une ingénierie qui est aussi complexe qu'un satellite de grande taille, quoi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, des composants jusqu'à l'armature et tout. Et en parlant de stage, donc moi je suis dans l'ingénierie, donc j'ai fait une carte d'électronique embarquée, excusez-moi. Mais ils recrutent aussi des stagiaires sur candidature spontanée, comme dans le management, le marketing, ils sont ouverts à tout, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est des projets en fait, qui permettent vraiment, qui posent des défis aux étudiants, de pouvoir vraiment créer quelque chose et aussi voilà, un peu donner confiance en soi et pouvoir ensuite relever des défis, en fait, être plus à même de répondre aux attentes de l'industrie. D'accord. Donc il faut savoir ces projets, en fait, voilà, les projets et les stages étudiants en fait, sont financés par la Fondation Van Allen. Ça nous permet d'engager le plus d'étudiants possible sur les projets. Alors, Van Allen, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est une fondation qui est associée avec notamment la NASA, je crois, le CNES. Et l'Agence spatiale européenne, oui. D'accord, et donc c'est elle qui est à l'initiative de ce projet-là. Oui, voilà. Ils financent en fait les projets, les stages étudiants, en fait. D'accord. Donc juste pour être clair, les petits satellites, ils vont sur une fusée qui, elle, a une charge principale. C'est-à-dire qu'ils viennent se greffer sur l'envoi d'un satellite plus grand. Et c'est pour ça, comme je du disais coup, ça tout coûte à l'heure, rien. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher, j'imagine. Oui, voilà, ça coûte moins cher, mais ça a un certain coût. C'est un budget. Quelques centaines de milliers d'euros quand même pour la fabrication, mais toujours moins cher qu'un vrai. Voilà, ouais, comparé à un vrai satellite, c'est une paille. Hein. Et ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que comme lui, il est greffé sur un gros satellite, enfin du moins sur la fusée, il ne faut pas que l'électronique embarquée gêne le satellite ou... D'accord. Voilà, il faut vraiment prendre tout ça en considération. C'est une grande recherche et ce qui est bien au CSU, c'est que voilà, il donne la possibilité aux étudiants, comme moi ou comme Axel, de participer à peut-être un projet spatial pour l'avenir. Ça, c'est extraordinaire. Alors, à travers la Fondation Van Allen, son projet serait effectivement de devenir la référence européenne pour la qualification des nanosatellites. Alors, pour conclure, j'ai vu qu'on pouvait sur le site donc, donner un don. Pour les petits dons, en contrepartie, il y a toujours quelque chose. Alors, les petits dons, ce sera des porte-clés. Puis alors, le plus gros don, quand même, ce serait chouette si on a envie d'aller... qu'une partie de nous aille dans l'espace. J'ai bien regardé, écrire son nom sur le petit nanosatellite. Alors si on a envie d'avoir la tête dans les étoiles, il n'y a qu'à faire un gros don pour pouvoir partir dans l'espace. Juste une petite actualité sur dans cette actualité scientifique. Pardon, le 6 novembre, c'est donc ce soir en fait. Il y a les Cafés de la Biodiversité à Montpellier, ce sera à la salle Jules Pagési, pour thème cétacés avec la pollution de la mer. Vous avez compris le jeu de mots sur les cétacés. C'est présenté par Michel et Sophie Franck de l'association Terre Marine. Et tout de suite... Merci à vous. Merci à vous. Bon voyage dans l'espace. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation. Et tout de suite, nous allons voir la recherche internationale. Eh bien oui. Les frontières de l'international avec la désirée Inde qu'on attend toujours sur ce plateau avec impatience. Inde, alors tu es partie, non tu n'es pas partie au Brésil, mais en tout cas tu as travaillé avec une étudiante brésilienne pour nous présenter un petit reportage, je crois, que vous avez tourné ensemble. Voilà, c'est une nouvelle chronique dans Campus Maguelère en fait qui s'appelle 3 minutes d'ici et d'ailleurs. C'est un nouveau concept où on envoie une équipe de Campus Mag à la rencontre d'un étudiant étranger de la région et qui va nous apprendre un peu ce qu'il fait dans sa vie, dans une ambiance plutôt cosy. On est parti à la rencontre donc de Carolina Chavez, une étudiante brésilienne de l'UM3 qui est en Master 2 alternance. Voilà, on lance le reportage. Elle nous a ouvert ses portes de chez elle, à Montpellier, pour nous parler un peu plus de ce qu'elle vit. Bonjour et bienvenue au premier reportage de la rubrique internationale. Aujourd'hui, nous rencontrons une étudiante brésilienne du nom de Carolina, qui est étudiante à Paul Valéry et qui nous invite chez elle dans sa coloc pour parler de son expérience en France. Salut Caro, ça va?
Bien et toi? Ouais, merci de nous accueillir chez toi. Je m'appelle Carolina Ribeiro, je viens du Brésil, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en France il y a 5 ans et demi, en 2009. Et je fais un Master 2 en gouvernance et administration des organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est chouette de nous recevoir dans ta coloc. Tu pourrais m'expliquer comment tu es arrivée en France? Je faisais un cursus universitaire au Brésil. Et j'allais abandonner parce que ça ne me correspondait pas. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais rentrer à l'université en France. J'ai fait les études de français pour, et voilà. Est-ce que le français était une barrière pour toi dans tes études? J'avais quand même un peu de mal au départ de mes études quand ça allait trop vite, mais c'est à la fac que je sens que j'ai appris le plus en fait. Et c'est pour ça que tu as décidé de faire des colloques? Oui, forcément, ça aide forcément, mais ma motivation initiale c'était partager une vie commune. Vous êtes combien de colocs ici? Alors là, on est 7 colocs. Vous êtes plus que 7. Vous avez des petites poules. Ah oui, on a 2 petites poules, Beta et Simon. Dis-moi, tu as d'autres activités que tu fais aussi en dehors de l'université et de ta formation en alternance? Oui, en fait, l'année dernière, j'ai démarré avec un groupe de musique. Oui. Mais là, cette année, vu qu'il y en a qui sont partis vivre ailleurs, on a un peu arrêté. Et j'ai réintégré dans un groupe très intéressant, c'est un groupe de Crous. Et c'est un groupe qui est avec des étudiants qui se rencontrent pour faire de la musique. C'est tous les lundis soirs. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture française depuis que tu es là? Il y a plusieurs aspects. Celui qui est le plus marquant, c'est la vie associative. À Montpellier, il y a une vraie vie des réseaux. Après que j'ai commencé à faire partie de ces réseaux-là, ça m'a plu de plus en plus de vivre en France. Et la gastronomie française aussi. La vraie gastronomie populaire française, les bœufs bourguignons, je sais pas, plein d'autres choses Les blanquettes. Les blanquettes de veau, voilà. Et si tu avais alors aujourd'hui un conseil à donner aux nouveaux étudiants internationaux qui arrivent à Montpellier, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Comme conseil, je crois que de participer à la vie associative, de participer aux manifestations des quartiers, de voyager à la campagne, de ne pas rester que dans des grandes villes, parce que c'est aussi à la campagne qu'on retrouve une bonne partie de la culture française, qu'on s'approche un peu plus. Voilà. Merci Carolina pour ce moment très intime chez toi, dans ta coloc, et de parler un peu de toi. Ok, merci à toi, à vous. Merci. Bien, merci Nde pour cette petite note brésilienne. Merci en tout cas aussi à Carolina qui nous a bien ouvert les portes de chez elle. Et voilà. Et pour la prochaine émission, on est toujours à la recherche d'un étudiant ou un doctorant international. Si vous avez vous aussi une histoire à partager sur votre vie en France, pourquoi vous êtes venu ici et raconter vos aventures, n'hésitez pas à nous contacter sur campusmagellaire@presse-sud-de-france.fr. Voilà. Et on gagne un reportage avec toi. Voilà, c'est ça, en mode cosy aussi. Ça peut se passer n'importe où, chez vous, ou dans un bar, ou dans votre endroit préféré de la région. Voilà. Parfait, merci beaucoup Inde. Merci. En actualité internationale, il va y avoir la nuit des étudiants du monde de Montpellier. Ce sera le mercredi 12 novembre à la mairie. Inscription sur le site internet de la mairie de Montpellier. Également, on va prévoir la sortie imminente d'un guide pour les étudiants internationaux en Languedoc-Roussillon qui sera retrouvé sur le site internet du Presque au mieux et du Crous de Montpellier à la rubrique internationale de leur site internet. Et puis également, sachez que la Fondation Ballard met en jeu des bourses de mobilité. Clôture des inscriptions sera le 3 décembre 2014. C'est une fondation qui propose des bourses de mobilité pour les étudiants étrangers qui sont ici à Montpellier et qui souhaiteraient faire leur stage dans un des centres de recherche de Montpellier. Des stages qui seraient effectués entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015. Voilà, alors on s'est intéressé tout à l'heure à ce qu'était la vie étudiante. Et bien, deuxième partie de ces micro-trottoirs. Ok, c'est parti. C'est quoi la vie étudiante? La vie étudiante, La vie étudiante, pour moi, c'est... Emmagasiner de la connaissance, en veux-tu, en voilà. C'est les années jeunesse, les années fun. C'est les études la journée et
et des amis le soir. Pour moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Enfin, je suis persuadée que ça va être le meilleur moment de ma vie. Je pense pas qu'il y ait des années mieux que les années étudiantes parce que vraiment, on s'amuse bien. On rencontre plein de gens. On a l'occasion de faire la fête souvent aussi. Il faut ne pas pouvoir s'endormir en classe. J'ai rien à dire là-dessus, moi. C'est quoi la vie étudiante? Vous êtes marrant, vous? C'est se lever le matin pour aller en cours, travailler ses cours. Ouais. C'est des heures de travail qui sont énormes, surtout en master pour un étudiant. La BU, c'est la BU. C'est la BU, période d'examen, ouais. La BU, beaucoup de BU, beaucoup de livres. Et après les cours... Et après, participer soit aux activités qui sont proposées par les différentes associations. Bon, c'est clair qu'on doit bosser, mais à la fac, ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de temps libre. Et justement, on peut découvrir la ville, parcourir, je sais pas, rencontrer plein de gens. C'est sûr que si on est sérieux mais qu'on s'amuse pas, on n'y arrivera jamais. Profiter à fond de toutes les choses qu'on voulait faire, autant pas enfant, mais on va dire ado quoi. Sortir, se faire des copains. Se reposer, aussi. Beaucoup se reposer. Faut pas trop faire la fête parce que faut travailler quand même, c'est important. Sinon on n'a pas son année. Il y a plein de points positifs et c'est un bon moment dans une vie. Il faut savoir s'occuper financièrement de soi. Voilà quoi, c'est aussi manger des pâtes. C'est découvrir l'autonomie et l'autonomie, ouais. Voilà. C'est complètement un nouveau mode de vie. Ouais. Autonomie, liberté, c'est ça résume très bien ce que tu dis. On peut pas dire grand chose de plus. Alors maintenant, nous allons voir nos invités sur ce plateau. Bienvenue. Alors il y a Virginie Masdoua qui est socio-anthropologue à l'Université de Marseille. Hélène Chardin et Charlotte Dalou qui sont étudiantes, qui sont étudiantes en licence de nutrition humaine à l'UT de biologie de l'Université de Montpellier 2. Et puis le docteur Vincent Attalin qui est médecin nutritionniste à l'hôpital au CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, ce sujet est proposé par le Crous qui réalise une enquête sur les habitudes alimentaires des étudiants qui s'engagent dans une démarche d'alimentation durable. Alors, nous allons voir tout à l'heure avec Virginie ce qu'est l'alimentation durable. Donc le Crous, soucieux de répondre pertinemment aux besoins et aux habitudes des étudiants, tout en favorisant une alimentation durable, va s'engager dans une étude d'1 an sur les habitudes alimentaires des étudiants. Donc c'est financé, il faut le rappeler, donc, par le Fonds français pour l'alimentation et la santé, FFAS. Et cette étude est encadrée par une équipe pluridisciplinaire, chercheurs, socio-anthropologues, comme vous l'êtes. Alors Virginie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'abord l'alimentation durable? Alors, qu'est-ce que l'alimentation durable? Qu'est-ce que l'alimentation durable? Alors, je vais laisser les étudiants parler parce qu'en définitive, je voudrais d'abord remercier bien sûr le Crous et aussi le Fonds français pour l'alimentation santé. Mais c'est un projet qui est co-construit en fait avec les étudiants. Donc ça veut dire que c'est eux qui vont définir par eux-mêmes ce qu'ils entendent par alimentation durable. Bien sûr, il y a quand même le milieu académique qui l'a défini, mais c'est eux qui vont construire ce projet. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un espace de restauration qui est innovant, qui est un libre-service alimentaire, donc c'est une première nationale. Donc un libre-service alimentaire pour les étudiants, favorisant une alimentation durable pour eux, avec le Crous. Et donc, je remercie aussi parce que la DRAF est partenaire du projet et nous aide beaucoup au niveau des ressources humaines. Et il y a aussi l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, qui va aussi nous aider à construire les messages, puisqu'on va faire d'une part la définition d'une offre alimentaire spécifique pour les étudiants. Et ensuite, on va communiquer pour les guider dans ce libre-service. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole aux étudiants qui participent pleinement dans ce projet pour qu'ils vous donnent aussi une part de leur activité dans cette création d'un libre-service. Hélène Chardin. Voilà. Peut-être Charlotte Dalou d'abord. Ouais. Charlotte, tu as quelque chose à nous dire. Pour vous préciser un peu, le libre-service, donc, il va essayer de favoriser l'alimentation durable chez les étudiants. Donc l'alimentation durable, en fait, c'est une alimentation qui a un impact positif sur la santé, sur l'environnement et sur l'écologie, et qui en plus est respectueuse de la diversité socio-culturelle, Et comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle durable. Et le libre-service, du coup, l'offre alimentaire va être
justement faite pour que les étudiants arrivent à adopter cette alimentation tout au long de leurs études. Oui, parce qu'effectivement, les étudiants, ils grignotent un sandwich, ils prennent du pas cher. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller vers eux avec cette alimentation. Voilà, et communiquer par des messages affichés dans le libre-service pour justement les amener à avoir cette alimentation. Et du coup, nous, les étudiants de la licence professionnelle NAH, le rôle qu'on va avoir dans ce projet, c'est avant l'ouverture, d'aller voir auprès des étudiants leur goût par rapport à certains plats grâce à des questionnaires pour proposer justement une offre bien adaptée à leurs envies et que ça fonctionne au mieux. Et aussi, on va organiser des World Café que Hélène vous détaillera plus tard en quoi ça s'agit, de quoi ça s'agit, pardon. Et ensuite, après l'ouverture, on va se rendre sur place pour observer leur comportement d'achat grâce à des enquêtes pour voir s'il faut améliorer l'offre ou améliorer les messages et donc adapter en fonction. Il faut savoir que ce projet, c'est une première et en fonction des résultats, on pourra le développer au bas sur d'autres campus. Hélène ? Oui, donc comme l'a dit Charlotte, moi je vais vous présenter un petit peu le déroulement d'un World Café. Donc tout d'abord, nous étions en groupe, on était répartis en 7 personnes et on avait chaque personne avait un poste différent. Ensuite, pour faire circuler l'information qu'un World Café était organisé, nous avons créé des affiches que nous avons placées dans l'établissement concerné. Donc lundi, nous avions un World Café organisé à l'IAE de Montpellier, mais malheureusement, un petit nombre de personnes se sont présentées. Donc il a fallu qu'on réagisse et on a décidé de remplacer le World Café par un focus group. Donc, Focus group, pardon. Focus group. Donc le principe reste le même, on est réunis tous autour d'une table pour débattre sur un certain nombre de questions sur un thème qui les concerne au quotidien. Donc ici, c'était qu'est-ce que l'alimentation durable dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel espace de restauration du Crous, donc le libre-service. Bien entendu, l'idée était de récolter leurs idées pour après les mettre en place pour la réalisation du nouvel espace de restauration. Donc il faut que les étudiants s'impliquent au maximum. Exactement, oui, c'est le but justement pour adapter après. Voilà, l'offre soit vraiment, réponde vraiment aux besoins des étudiants et que ça fonctionne. Donc, après, nous savons qu'effectivement, je vais donner quelques chiffres et puis je vais vous donner la parole, c'est ce que je veux dire. Docteur. Donc, avec près d'un Français sur 2 en situation de surpoids ou d'obésité et de 30% de personnes hospitalisées dénutries, la prise en charge nutritionnelle est une priorité de santé publique. On le sait maintenant, donc l'unité transversale de nutrition UTN a été créée en 2002 au CHRU de Montpellier afin d'améliorer la prise en charge des pathologies nutritionnelles. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Bienvenue, docteur Attalin. L'UTN a été créée en 2009 et pour justement améliorer la prise en charge sur tout l'hôpital, donc c'est pour ça que c'est transversal, sur tout l'hôpital des pathologies nutritionnelles, donc soit les personnes dénutries, c'est-à-dire qui perdent trop de poids à l'hôpital, du coup il y a un impact sur leur santé, soit les personnes obèses. Très bien. Alors, il y a un site, effectivement, une plateforme d'aide qui est www.avitam.com. C'est une plateforme qui a été développée en collaboration avec l'université, l'hôpital, l'INSERM, donc tout le monde est copropriétaire de ce grand projet. Et c'est un carnet de santé intelligent qui permet aux personnes de remplir toutes leurs données de santé, mais aussi leur mode de vie, comment ils bougent, comment ils dorment, comment ils mangent, bien évidemment. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez proposé. Et justement pour aider tout ce monde à bien se prendre en charge sur le plan de sa santé. En France, la santé, c'est beaucoup les médecins. Donc on ne pouvait pas mettre les médecins de côté. Donc on a décidé de faire un carnet de santé connecté, intelligent, où à la fois le patient et à la fois le médecin peuvent prendre en charge cette pathologie-là qui est le problème d'obésité et de surpoids. Et les patients sont de plus en plus acteurs. Alors les patients, c'est peut-être des personnes simplement qui souffrent de ce problème-là. Et ça permet d'avoir un meilleur suivi sur le long terme et de rien oublier et d'avoir ce côté innovant. C'est-à-dire qu'on est dans les transports en commun, on va dire ce qu'on mange, ce qu'on bouge, ce qu'on dort, et ça permet d'améliorer la prise en charge. Alors peut-être, est-ce qu'on aura une question pour le docteur Du coup, oui, ça veut dire que c'est des patients qui viennent vers vous, qui viennent sur cette plateforme pour suivre ce protocole ou... Alors, pour le moment, c'est que des patients de test, parce que ça sortira en 2015. Il y a 200 à 300 personnes maintenant qui l'utilisent. Et c'est ça, des personnes qui viennent en consultation, qui sont en souffrance sur le plan nutrition, silhouette, santé. Et à ce moment-là, on leur donne un accès.
pour qu'ils remplissent tous ces éléments. Et quand on les revoit en consultation, eh bien, on les connaît plus que si on n'avait pas eu ça. Donc ça nous permet finalement d'être plus efficace dans la prise en charge. Donc une prise en charge qui est plus globale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'alimentation, mais comme vous avez expliqué, du mode de vie plus généralement. Est-ce que du coup la population étudiante est une population particulière que vous avez à traiter Mais quand vous avez dit... Vous pourriez dire... Alors, j'ai oublié de citer quand même dans les partenaires la médecine préventive étudiante, qui est bien sûr quand même. et fait partie pleinement du projet. Et donc, avec Lee, nous avons déjà eu des contacts. Mais c'est vrai que comme ce sont au départ les étudiants qui construisent les messages qu'ils veulent, je veux dire, qui sont préférentiels pour eux, c'est-à-dire que voilà, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qu'ils veulent entendre. Bien sûr, on va être obligé de retraduire ça et de donner des idées qui proviennent quand même de la médecine préventive. Donc en fait, après, on va mettre ces données avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour que ces messages soient expertisés. Et notamment, il y aura les médecins et praticiens donc, de la médecine préventive universitaire qui participeront aussi aux indications pour guider aussi les étudiants à faire des choix qui soient bénéfiques pour leur santé. Voilà. Très bien, alors merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci. Donc on finit sur une note positive, à savoir que 80% des Français préfèrent changer de comportement plutôt que de prendre des médicaments. Alors c'est très bien manger, bouger, c'est tout ce qu'on nous souhaite pour être en bonne santé. Voilà. Et une petite note d'actualité quand même pour terminer sur un nouveau dispositif de garantie pour les étudiants. Ça s'appelle la caution locative étudiante. Plus d'infos sur le site du Crous, le 3W, Crous, je ne sais quoi. En tout cas, vous trouverez facilement. C'est un nouveau dispositif mis en place. Je pense qu'il faut en profiter rapidement. À vous tous, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation dans votre projet, cette étude. Merci à vous. Et on va à présent se cultiver dans Campus Mag, se cultiver. Question de culture à présent et avec une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint, Marie Dedeban, étudiante à l'UM3. Marie, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans cette aventure de Campus Mag. Tu nous présenteras ton agenda culturel. Tout à fait. Tu nous expliqueras ce qu'il faut voir, lire, entendre. Mais avant cela, on va quand même apprendre quelques informations sur le Pass Culture. Vous savez qu'à Montpellier, il y a un Pass Culture et on va apprendre ce qu'il en est en vidéo. À chaque drop, c'était il y avait tout le monde qui pétait un plomb, quoi. C'était trop bien. C'était vraiment de la balle. Il y a un morceau en particulier qui me fait, pour le coup, qui me fait vraiment vibrer. T'as l'impression que le concert est particulier à chaque salle, à chaque public, et du coup, t'as l'impression d'être venu voir quelque chose d'unique. Je l'oublierai pas de sitôt, ce concert. J'ai beaucoup ri et presque je me disais mais c'est bizarre de rire autant sur un sujet aussi grave. C'est vrai que j'ai certaines phrases qui me restent en tête, enfin certains moments qui me restent en tête. Il y avait des enfants qui réagissaient, qui étaient à fond avec ces clowns et on était tous avec eux et on vivait avec eux l'histoire et c'était sublime. C'était prenant, on avait complètement oublié l'extérieur. On n'était plus dans un théâtre. Le coup du mec qui allume sa cigarette en faisant un équilibre, en craquant l'allumette avec ses doigts de pied, chapeau. C'est toujours l'amour, c'est toujours la souffrance, c'est toujours le désespoir. Ça te fait repenser certaines choses en toi, ça bouleverse. Les gens criaient, les gens dansaient, les gens levaient les mains, que ça bougeait dans tous les sens. Il n'y avait que des gens heureux qui étaient là et que ça fait du bien. Et que ça fait plaisir. Go party in like hands up, yeah. Bien, le Pass Culture, le bon plan donc, comme chaque année. Marie, tu nous as rejoint donc pour nous proposer ton agenda culturel et ça commence par des expositions. Tout à fait. L'UM1 nous propose pendant encore 6 jours une exposition intitulée 14-18, la médecine au champ d'honneur. Donc c'est une exposition organisée lors des commémorations de la Première Guerre mondiale où on voit les actions des médecins et infirmiers de Montpellier de cette époque. Et également à Perpignan du 2 au 8 novembre, il y a un projet autour de l'histoire de l'Allemagne, de la révolution pacifique en RDA,
jusqu'à la réunification, où à travers des expositions, des conférences et des projections, on va découvrir toute cette période de l'histoire. C'est à Perpignan, ça se passe où exactement? Dans les locaux de l'Université de Perpignan, dans la BUI, il me semble. D'accord. La bibliothèque universitaire. Du cinéma aussi. Oui, du 10 au 21 novembre, c'est le mois du cinéma à l'UM2. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, on a rendez-vous à 12h15 dans la salle de projection de la BU pour découvrir des documentaires en rapport avec la Méditerranée. Donc le projet s'appelle Méditerranée, la terre, la mer et le ciel. Parfait. Et au théâtre, que se passe-t-il? Alors au théâtre, l'UM3 nous propose La Imaginación del Futuro, qui soulève la question « Et si Salvador Allende avait été mieux entouré ?» C'est la question à laquelle tente de répondre Marco Layera, qui est un auteur et un metteur en scène chilien, dans une pièce d'anticipation aux configurations alternatives. La pièce sera jouée en espagnol et surtitrée en français pour les non-bilingues, le mercredi 12 novembre à 20h30 et le jeudi 13 novembre à 19h15. On peut retrouver plus d'informations et réserver ses places sur le site du théâtre www.théâtredelavignette.fr. Parfait. Et je crois que tu as sélectionné aussi une conférence. Oui, actuellement se tient le 6e salon de l'écologie à l'UM2 jusqu'au 8 novembre. Ce salon a pour thème les grandes expéditions naturalistes du XXe siècle. Et ceux qui s'y rendent pourront découvrir et rencontrer notamment Philippe Jarne, qui est le directeur du Centre de l'écologie fonctionnelle et évolutive, ou encore Laurent Ballesta, qui est photographe et biologiste marin. Parfait, Philippe Jarne, un très bon ami. Et des concerts, pour terminer? Oui, alors l'UM3 nous offre 2 concerts qui ont été organisés par la Maison des étudiants. 2 concerts qui sont gratuits. Donc il y a d'abord le groupe Diaz Bis, qui nous offre un spectacle vivant et interactif ce soir et demain soir à 20h30 sur les liens qui nous connectent à Internet. Et le 13 novembre, on pourra s'offrir une pause déjeuner en musique avec le Gospel University Choir. Parfait. Merci beaucoup Marie, c'était je crois une grande première télévisée sous nos applaudissements. Merci. Bravo. C'était aussi pour prouver qu'on est en public, parce que le public est tellement calme et silencieux depuis le début de cette émission qu'on finit par se demander s'ils sont bien là. Donc ils sont bien là. Bravo Marie, merci beaucoup. Et on continue de se demander, parce qu'on n'a toujours pas compris, à quoi ressemble la vie étudiante. Étudiant, ça veut dire quoi? Alors, étudiant, ça veut dire quoi? C'est trop philosophique, nous on est biologistes. Étudiant, c'est... je sais pas moi. Non, plus à gauche. Non, à droite. Étudiant. Étudiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un individu autonome, un individu qui est prêt à se débrouiller tout seul. C'est plus comme un lycéen qui attend de l'aide de ses professeurs. C'est quelqu'un qui grandit et qui s'apprête à plus tard entrer dans la vie active. Qui fait des études, tout simplement. Moi, j'aurais dit juste ça en fait. C'est vraiment juste avant de savoir ce qu'on va faire de notre vie et savoir les choses de la vie. Pas forcément. Pour moi, c'est la transition, quoi. Ouais, il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils vont faire de leur vie quand ils commencent à étudier. Ouais, c'est vrai. Étudiant, c'est quoi? C'est la transition entre le monde de l'adolescence et le monde du travail en fin de compte. C'est un gros avantage auquel tout le monde n'a pas accès, quoi. Bah, ça veut dire un jeune qui essaye d'acquérir des compétences pour trouver un travail plus facilement. Étudiant, ça veut dire apprendre constamment, de décrocher quelque chose à la fin, que ce soit un master, un concours. Plus bas. Généralement, il fait des études en rapport avec ce qui lui plaît, pour ensuite faire un métier qui lui plaît. Étudiant, ça veut dire quoi? J'en sais rien, moi. Ça veut dire essayer d'arriver à vivre en faisant ce qu'on aime. Aller dans les bibliothèques, aller dans les laboratoires, rencontrer des professeurs, poser des questions. Et j'espère que ça va nous servir plus tard surtout, qu'on va pouvoir le réutiliser et qu'on arrivera à vivre comme il faut grâce à ça, quoi. C'est un peu ça le gros de l'étudiant. Puis je pense qu'à Montpellier, on a un bon campus avec une bonne entente. C'est aussi profiter de la vie étudiante avec ses potes. Voilà. C'est savoir concilier les deux, les loisirs et le travail. Il faut savoir s'adapter. C'est aussi beaucoup de fun d'être étudiant. Pas obligé. Si on veut travailler, on travaille. Si on veut pas travailler, on travaille pas. Je trouve qu'on rigole plus en étant étudiant qu'en travaillant. Et la vie d'étudiant, c'est bien parce qu'on peut avoir des collègues, on rigole et la vie, elle est belle comme ça. C'est tout. C'est fini, je crois.
Donc on termine, et voilà, c'est quasiment la fin de cette émission, mais quasiment seulement parce qu'on a une très très belle surprise voilà, qu'on vous proposera en toute fin. Me reste juste à vous remercier tout le public qui était présent. Merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir. Et puis évidemment, un grand merci à l'équipe technique comme d'habitude qui s'est agitée dans tous les sens depuis très tôt ce matin. Donc un grand merci, merci à vous qui tout le travail en amont qui est fait par tous les techniciens. Alors au revoir à tous, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout de cette émission. Ne ratez surtout pas la prochaine édition qui aura lieu en direct de l'UPVD à Perpignan pour faire avec nous des nouvelles rencontres, des découvertes passionnantes. Tout ça en direct et c'est en exclusivité sur Campus Mag LR. Damien. Eh bien la surprise, elle est là. Alors je ne sais plus où est la caméra, bon il doit y en avoir une. La surprise, elle est là. On termine en musique, c'est une grande première et on va continuer. Ça va être une nouvelle tradition dans Campus Mag. Et cette fois-ci, pour inaugurer cette séance musicale qu'on aura à chaque fin d'émission, on a le plaisir d'accueillir Connie and Blythe qui donc baptise cette rubrique. Connie and Blythe, c'est Caroline Santis au chant. Bonjour. Et Bruno Ducret au violoncelle. Alors on m'a indiqué que vous faites de l'improvisation, de la déconstruction des genres et vous envisagez la musique comme une performance à part entière. Ça veut dire quoi exactement ? En fait, on vient du milieu du jazz, et du coup on a l'habitude d'improviser. Et donc le format chanson, on essaie justement de mêler à la fois l'improvisation et la chanson traditionnelle, couplet, refrain. On essaie un petit peu d'éclater cette forme-là. D'accord. Alors du jazz, vos grandes références jazz auxquelles vous vous connectez nos références jazzistiques, on en a certaines personnellement. Pour ce groupe, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment auxquelles on puisse se rattacher. C'est plutôt à des principes de construction musicale et de déconstruction musicale qu'on peut prêter à des mecs comme Ornette Coleman ou Jim Black ou John Zorn, des gens qui ont poussé l'improvisation pour obtenir avec différents groupes des façons de communiquer et un vocabulaire qui est propre à chaque équipe avec lesquelles ils travaillent. Et donc d'un peu sortir des lieux communs pour créer son vocabulaire en fonction des équipes différentes. C'est un peu ce qu'on essaye de faire tous les deux. Donc on a plusieurs projets différents et avec celui-là, on a un peu notre façon interne de travailler qu'on se communique à nous. Voilà. Parfait, miam miam, vous m'avez ouvert l'appétit musical. Sous les applaudissements du public pour vous chauffer. Et Merci. Le premier morceau est un réarrangement d'un morceau de François Cornelot qui s'appelle La nuit est un son. Con
Souffle sur ses lèvres, gère ce doigt qui se fane. Si son monde s'écroule, il va vers l'ouest. Ses ailes maintenant se ferment à toutes saisons nouvelles. Il est trop tard pour suivre la voie du vide. Acier, les barricades l'ont porté trop loin, déjà trop loin, trop vite. Il est trop tard, je n'entends pas. Merci. Si tu veux, je baisserai ma garde, je ferai ce que je redoute. Je ne serai plus aussi bavarde, je tairai mes doutes, mais si tu veux, on pourra déjeuner tout ce temps qui s'échappe. Faire un festin gratiné, caché sous une nappe. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux, on ira se lever, toi et moi, juste derrière la lune. Nos souffles se trairont tous les mois, sans la moindre rancune. Si tu veux, on ira se lever, oh, on savoura. Oh, et si tu veux, si tu veux, on se dira tout ça. Mais si tu veux,
Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Merci.